Bonjour et bienvenue à tous. On va débuter dans ce cadre splendide des franciscaines, ce débat interactif autour de 4 ouvrages, 3 plus précisément, on va en discuter. Débat interactif consacré donc au prix des ados 2022, 14e édition de ce prix, dans le cadre du festival Livre et Musique, festival Livre et Musique de la ville de Deauville. Ça a été créé en 2004, les années passent. Un festival qui met en avant les auteurs pour qui la musique est source d'inspiration. Ça va être le point commun de tous les ouvrages que vous avez pu lire en classe. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à participer à ce prix qui est le vôtre, le prix des ados, créé donc par la ville de Deauville. Quelques classes au départ dans la commune, en 2009, et aujourd'hui vous êtes plus de 6000 à avoir participé cette année. Bravo, je vous laisse vous applaudir en classe avec vos professeurs. 6000 collégiens et lycéens à avoir lu les 4 mêmes ouvrages qu'on va prendre le temps d'aborder aujourd'hui avec les auteurs qui sont venus partager un petit peu de leur temps et de leur aventure avec vous. J'en profite d'abord pour remercier les partenaires du festival et de ce prix, à commencer par les espaces culturels Leclerc, qui vous ont fourni, à vous tous, collégiens, lycéens, les livres de la sélection, qui vous ont donc permis de lire, de vous faire une idée, de discuter, d'échanger et de trancher. Merci également à la région Normandie, au département du Calvados, à la Sophia et à la radio France Bleu Normandie. Je pense que j'oublie personne, sinon je me rattraperai demain pour la cérémonie officielle. Le nom du lauréat sera donc connu demain lors de cette cérémonie, mais les auteurs ont accepté de répondre à vos questions à distance. Je regarde d'un œil que le chat fonctionne, parce qu'on va avoir besoin de vous, et ça fonctionne. J'ai le collège de Val-de-Vire qui me dit bonjour. Bonjour le collège Val-de-Vire. Balzac, pareil, bonjour. Donc tout va bien, vous êtes connectés. On est ici, autour de moi, dans l'enceinte des franciscaines. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un superbe lieu culturel qui a ouvert l'année dernière à Deauville, lieu qui accueille une médiathèque, une grande salle où on peut venir écouter de la musique, découvrir des films, des expositions. En ce moment, une exposition consacrée à Fernand et Nadine Léger. Tout ça dans un ancien cloître des sœurs franciscaines qui a été magnifiquement réhabilité. Je vous invite à venir découvrir ça. En tout cas, nous, on est particulièrement à l'aise dans ce décor. Je dis nous parce qu'ils sont là, vous allez les découvrir, vous les découvrez peut-être déjà à l'image. Nos 3 auteurs, on va vous présenter rapidement, vous et vos ouvrages. On va commencer peut-être par vous, Julia Thévenot. Bonjour Julia. Bonjour. Pour Lettre à toi qui m'aime, aux éditions Sarbacane. Je vais vous le montrer, il est magnifique, ils sont très jolis tous ces bouquins. Voilà, Lettre à toi qui m'aime. À côté de vous, Julia, on a l'auteur de ce grand ouvrage, Beethoven, le prix de la liberté, qui est paru chez La Boîte à Bulles. C'est une BD ou un roman graphique, on en parlera peut-être avec vous. Régis Penaud, bonjour. Penet, pardon. Penet, je vais le refaire. Penet, c'est mieux. Penet, on va refaire la prononciation. Merci Régis Penet d'être ici. Et puis à côté de Régis, eh bien, on a Aurore Gomez, pour faire chavirer les icebergs aux éditions Magnard. Voilà. Il y avait évidemment un dernier ouvrage dans la sélection, qui est celui-ci, Nowhere Girl, chez Dargaud. Magali Lehuche s'excuse, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Elle est retenue sur un salon, mais je suis sûr que vous avez sûrement des questions pour elle. On les mettra peut-être de côté, on pourra peut-être les poser à son éditrice qui sera avec nous demain lors de la cérémonie officielle de remise du prix. Voilà pour les introductions et les présentations. Julia, Aurore, Régis sont là pour vous, donc ça va beaucoup tenir à vos questions maintenant. N'hésitez pas à réagir sur le chat, ça marche visiblement, ça fonctionne, donc là on est bien. On va commencer dans l'ordre de présentation avec Julia Thévenot. C'est vous qui ouvrez le bal avec ce roman, donc Lettre à toi qui m'aime,
C'est quoi? C'est une ode à l'adolescence, aux premières amours, pas toujours facile d'aimer, surtout quand on n'est pas aimé en retour. Et c'est tout l'objet, on va pas spoiler comme on dit aujourd'hui, mais c'est quand même tout l'objet de ce roman. Oui, c'est ça, c'est une histoire d'amour à l'envers. C'est une histoire d'amour du point de vue de la personne qui reçoit l'amour et n'aime pas en retour, du moins pas comme il faudrait, pas au bon moment. Et donc c'est ce point de vue qui change un peu, ce pas de côté que j'avais envie de faire dans ce roman. Un pas de côté musical, puisque c'est ce qui vous réunit aujourd'hui, parce que, voilà, comme beaucoup d'adolescents, les vôtres, vos personnages principaux, font partie d'un groupe de musique. Oui, c'est ça. Rock en l'occurrence. Ils sont 5 et c'est infiniment cool d'être dans un groupe de rock quand on est lycéen. Donc évidemment c'est ce qu'ils font, à la fois parce que c'est cool et qu'il y a cette dynamique musicale et de groupe très très intense qui cristallise par ailleurs les émotions, les amours, les amitiés. Et donc c'est central dans cette histoire. J'aimerais beaucoup qu'on puisse interagir tout au long de cette séquence, de cette heure. Donc je vais en profiter pour vous poser la question, est-ce que c'est toujours cool de jouer dans un groupe de rock en 2022 ? Je vous attends sur le chat. En l'occurrence, c'est vrai que c'est chouette la musique, ça réunit. Là, il y a tout un jeu qui se met en place entre Penny, la chanteuse, hein, et Ilyes qui vient et qui déboule avec ses baguettes pour jouer. Il vient passer un casting, le départ est là. C'est ça, le groupe de musique cherche un nouveau guitariste, guitariste qui va remplacer l'ancien et arrive... ce petit mec assez mignon, bouclé, un peu stylé, mais aussi tendre et un peu timide, et qui arrive avec le cœur sur les manches, aussitôt, gros coup de cœur pour Pénélope, qui est donc la chanteuse, et ça se voit, parce que l'amour, ça se voit, ça se sent, ça se partage dans l'air, dans la gestuelle, dans la façon de se regarder, et donc une dynamique aussitôt va se créer dans le groupe, qui est de savoir qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnages, parce que tout le groupe sent qu'il y a une tension naissante. Tout le groupe, et on va, à travers ces deux personnages, commencer à... Alors non, c'est plus cool. On me dit, non, le rock, c'est plus cool, voilà. Peut-être pour le prochain roman, il faudra explorer le rap ou le R&B, on verra. Donc, on constate que ça fonctionne, et voilà pour la première question. Pourquoi avoir choisi un personnage féminin si arrogant et blessant? Collège Caumont. Elle est blessante. Elle est blessante parce Penny. qu'on est toujours blessant quand on... Mais elle en est consciente. Quand on n'offre pas l'amour qui est attendu en retour, en vérité. C'est de ça que je voulais parler. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, d'être amoureux à sens unique. Et c'est quelque chose qu'on a parfois vécu également, de devoir dire non à quelqu'un qu'on aime mais pas comme il faut, ou pas au bon moment, pas comme l'autre personne l'attendrait. Et forcément, on est blessant, malgré soi. Et on est arrogant parce qu'on ne peut pas faire autrement en fait. On est forcément arrogant quand on est dans le refus, quand on est dans le rejet. Mais il vaut mieux l'être, il vaut mieux être sincère par certains aspects dans ces relations-là. Et c'est très difficile de l'être, c'est très difficile de faire bien les choses, surtout quand on est à cet âge-là, dans des moments où on se pose un milliard de questions sur est-ce que je devrais pas peut-être faire ce qu'on attend de moi, est-ce que je vais pas mettre une ambiance détestable dans ce groupe d'amis qui me tient à cœur, qui définit qui je suis à ce moment-là par ailleurs. Donc il y a tout un jeu de pression sociale qui se met en place sur les épaules de l'héroïne. Et on parle beaucoup de ça, d'ailleurs, dans le roman. Et tout un jeu aussi de pression émotionnelle qui est de devoir gérer à la fois ses émotions. On est flatté, c'est très plaisant d'avoir quelqu'un qui est amoureux de ça. On est flatté, on est gêné, parce que ce n'est pas facile à gérer. On est amusé, et puis plus ça dure, plus on est agacé, plus on est frustré, plus on a envie de mettre fin à cette comédie. Or, pour avoir tous été, j'imagine, dans la situation inverse, c'est une comédie qu'on ne maîtrise pas. L'amour, même quand on se dit « c'est bon, là j'arrête, c'est bon, elle m'a dit non, c'est clair », il est très difficile de mettre fin à cette comédie qu'on mène malgré soi. C'est dur de maîtriser ses émotions, ça l'est peut-être encore plus quand ces émotions sont une découverte. C'est aussi une des trames en fait, du roman, cette adolescence qui est en soi presque un personnage. Oui, c'est ça, il y a vraiment une intensité. C'est assez cathartique d'écrire ce roman-là parce que ce sont des moments qu'on a vécu et qu'on garde en soi très longtemps, les amours adolescentes.
Et elles ont ceci de particulier que tout est drame, tout est dramatique. Les bonnes, les mauvaises choses, les choses minuscules, les vrais problèmes, tout est extrêmement, extrêmement dramatique. Et c'est exhausté, à mon sens, par le fait qu'on est constamment sous le regard des autres. On est dans des petites communautés, là il y a la petite communauté du groupe de musique, mais il y a aussi autour la petite communauté familiale, la petite communauté du lycée. Et donc on est constamment en train de jouer un rôle pour soi, pour l'autre et pour le public. Très difficile. Et donc la dynamique du roman jouait là-dessus. C'était ce côté social, quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place. Et donc, juste pour revenir sur cette question, pourquoi avoir choisi un personnage féminin si arrogant et blessant? Est-ce que vous le vivez comme ça, ce personnage-là? Vous l'avez imaginé comme ça? C'est un choix réellement ou pas? Elle est parfois arrogante et blessante, et elle est à d'autres moments très sincère et touchante. Je l'ai voulu en fait très complète et authentique, honnête. Un personnage où on se dit pas c'est bidon, ça se passerait pas comme ça dans la vie. Je pense qu'on la sent vraie. Ça nous amène à une autre question qui a été posée par une classe de 3e du collège Louis Pasteur de Saint-Lô. Est-ce inspiré d'une histoire vraie? La fameuse question. Les amours sont toujours un peu inspirés d'une histoire vraie. Et celle-ci est inspirée de 2 expériences que j'ai vécues. J'ai vécu un chagrin d'amour malheureux quand j'avais une quinzaine d'années, où j'ai été longuement, obsessionnellement, parce qu'on ne sait pas aimer autrement à cet âge-là, amoureuse d'un garçon qui était très proche de moi, qui était un bon ami, qui est resté un bon ami par ailleurs, donc ça peut bien se finir ces affaires. Mais c'était pas réciproque. Et quelques temps plus tard, j'ai vécu la situation exactement inverse. Et c'est d'avoir vécu ces 2 situations à peu de temps d'écart qui m'a permis en fait de prendre conscience de toute la gêne que j'avais pu faire peser sur lui, de toutes ces émotions auxquelles on ne pense pas du tout parce qu'on est soit en train de vivre un drame, on n'imagine pas qu'il se passe quoi que ce soit pour l'autre, qui est donc indifférent, arrogant, blessant, naturellement. Et en se retrouvant dans l'autre position, on réalise aussi que c'est une position très difficile à tenir. Et c'est pourquoi, bien des années plus tard, une fois que j'avais du recul sur tout ça, parce qu'on ne peut pas raconter ces choses intenses-là à l'adolescence avec intelligence et finesse, sans recul. Il faut pouvoir le digérer quand voilà, même, hein. c'est ça. Une fois que j'avais bien digéré tout ça, je suis revenue sur cette histoire et j'ai décidé d'adopter le point de vue inverse, le point de vue de celui qui n'aime pas, pour changer un peu des romances hollywoodiennes où on a toujours le jeune premier qui court après l'élu de son cœur et est récompensé au bout d'1 h 30 de démonstration romantique par un beau baiser hollywoodien. Or, de mon expérience et de l'expérience de nombreuses personnes, ça ne se passe malheureusement pas toujours comme ça. Et donc j'avais envie de profiter de la littérature ado pour donner à voir ce point de vue, le mettre en scène dans toute sa finesse et sa complexité. Juste par curiosité, ce qui se dit depuis le début de cet entretien, est-ce que ça vous parle, Régis Penet et Aurore Gomez? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette adolescence, ces amours contrariés Oui, ça c'est facile, parce que je n'ai pas lu encore. Oui, ça c'est facile d'être aussi, qu'on a vécu un petit peu, d'être dans les 2 situations. Oui, après, on a plus ou moins d'empathie, mais oui, on peut se retrouver très facilement là-dedans. Oui. Ah oui, tout à fait. Moi, ça me parle effectivement beaucoup. Effectivement, c'est vraiment le temps de l'adolescence où on peut avoir des sentiments qui sont vraiment décuplés et qu'on n'arrive pas à gérer. Alors, adulte aussi, hein, mais à l'adolescence, tout explose, quoi. Donc, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et j'avais envie... Une période intéressante à explorer en tant qu'auteur. Complètement. Et particulièrement, j'avais envie que l'héroïne, qui est donc blessante et arrogante, soit aussi juste dans la narration par rapport au sentiment du héros en face, qui n'est jamais ridicule, en fait. Il est très touchant et il est très séduisant, même ce garçon. Simplement, ça ne marche pas, parce que parfois, ça ne marche pas. La forme, maintenant, c'est une question du collège Caumont. Pourquoi avez-vous choisi une sorte de vers libre ? J'ai eu très très envie en fait dans cette démarche que ce soit donc la voix de ce personnage qui refuse l'amour en quelque sorte, qui n'est pas capable de le donner, que ce soit vraiment sa voix en direct. Et donc elle s'adresse à son amoureux ou non amoureux, elle s'adresse directement à lui, au tu, et par ce biais elle s'adresse directement au lecteur qui reçoit ce tu. C'est pour ça parfois que c'est un peu dur à vivre pour certains lecteurs, surtout les garçons, parce que c'est un tu de rejet en partie, mais pas que. Et donc j'avais envie d'explorer cette oralité. Et l'oralité peut se manifester d'énormément de façons, mais notamment il y a eu une forme de versification
qui est venu pour en faire quelque chose qui soit une sorte de déclaration d'amour, parce qu'une déclaration de non-amour parle néanmoins profondément d'amour. Et donc c'est une sorte de poème, de chanson, de lettres qu'elle lui écrit et qu'elle lui déclame, et ça peut être presque un monologue théâtral. Donc c'était la recherche de l'oralité. C'est aussi pour ça que c'est une langue très contemporaine, très moderne. Certains lecteurs m'ont dit un peu familière, parce que c'est cette oralité adolescente de Penny, la narratrice. Est-ce que vous avez un groupe de musique? Question toujours du collège Louis Pasteur de Saint-Lô. Alors non, je suis pas du tout musicienne. La musique m'habite par consommation. Au moment où j'écrivais ce texte, j'allais beaucoup en club de jazz. Ils font une sorte de rock prog qui est mêlé de jazz. Donc c'est pas une musique qui était à la mode quand j'étais jeune. On me dit que le rock n'est plus à la mode. C'était déjà pas à la mode quand j'étais jeune. Ils sont dans un univers musical qui est bien perché, qui est bien le leur. Ils pourraient faire dans le genre de musique un peu niche qui est à la mode aujourd'hui, quelque chose comme du mat rock. Ce sont des intellos un peu. Ça fait quand même partie des remerciements à la fin de l'ouvrage. Des remerciements à des groupes. Hein, ouais. Qui ont participé de toute la dynamique d'inspiration qui a contribué à me mettre dans une ambiance pour l'écriture. Oui. Écrire en musique, c'est plus facile qu'écrire comme ça, isolé? Globalement, non, moi j'ai écrit dans un silence total. Je suis très monotache, j'ai du mal à me concentrer si j'ai quelque chose qui me dérange. En revanche, la phase d'inspiration, ouais, j'écoute énormément de musique, je prends des notes sur ce que je vais écrire et ensuite je suis dans ma bulle pour écrire. Très bien, on continue avec vous, Julia Thévenot, et avec vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous le rappelle, il y a le chat qui est disponible, ou celle que vous nous avez envoyée un petit peu en amont, et notamment celle-ci. Est-ce que ce livre a ouvert en vous une réflexion sur d'autres sujets? C'est Morgane, du lycée Raymond Queneau, d'Yvetot. Intéressant. En fait, l'un des sujets que j'avais envie d'aborder par le biais de ce roman tenait au féminisme, à la réflexion sur la place des femmes, notamment des jeunes filles, dans les groupes sociaux à cet âge-là, et à la pression romantique qui pèse sur leurs épaules, qui pèse aussi sur les épaules des garçons. C'est très difficile de dire non dans tous les cas, mais qui est un peu différente, parce que les situations sociales ne sont pas exactement parallèles. Et au fil de l'écriture, j'ai été amenée à creuser un peu cette question, et notamment parce qu'elle est entourée de garçons. C'est quelque chose que j'ai voulu faire justement pour montrer que c'est pas un problème qu'elle a avec les garçons, avec ce garçon en particulier. Elle a des relations différentes avec tous les garçons autour d'elle. C'est équilibré, tout se passe globalement bien. Néanmoins, il y a cette pression romantique qui pèse sur elle parce que ses amis, ses proches attendent qu'elle dise oui. Enfin, je veux dire, tu dois dire oui, il est super ce gars. Pourquoi tu fais ta part beige? Pourquoi tu refuserais en fait? Ça serait quand même plus simple. Pourquoi tu joues avec lui? Pourquoi tu es cruel? Mais comment faire autrement que de jouer avec quelqu'un? On a été invité à ce jeu malgré soi en fait. Ouais. Et donc j'avais envie d'interroger ça, et c'est quelque chose que le roman m'a amené à faire de façon plus complexe. Toujours les questions qui arrivent doucement sur le chat. Moi j'en avais une qui m'intriguait. Comment être sûr d'écrire juste quand on écrit pour un public adolescent qui est très particulier finalement? C'est un moment de vie, pour tous, qui est très particulier, une espèce de parenthèse, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Comment on est sûr et en même temps un moment où on a tendance un peu à se couper, à rejeter un petit peu le monde adulte tel qu'on nous présente, le monde adulte et ses codes, et sa manière de parler, avec parfois des adultes qui tentent de faire adolescent. Comment on fait pour parler aux ados, sans être dans la caricature, etc. À mon sens, on peut toujours de toute façon être un tout petit peu à côté de la perfection, quel que soit le sujet, quel que soit le public par ailleurs. Néanmoins, une approche qui sera, à mon sens, toujours la bonne, c'est d'être honnête envers son lectorat, d'être extrêmement vrai dans l'incarnation de ces personnages. Et moi, je me suis en grande partie inspirée de ma propre adolescence. Ce qui se ressent, il y a des aspects qui sont très clairement situés dans l'époque contemporaine, mais il y en a d'autres qui évoquent une époque qui a 15 ans de décalage avec aujourd'hui, ce qui donne une forme d'intemporalité néanmoins assez figée sur une vingtaine d'années. Mais
Oui, pour être vrai, je me suis simplement remise dans le ventre cette émotion que j'avais à toutes ces scènes où on se frôle, où on se regarde, où on attend une réaction particulière, où on craint une déclaration, où on sait que ça y est, c'est le moment, il va me faire sa déclaration. C'est pas du tout le moment idéal pour moi, mes cheveux ne sont pas épilés, je transpire, etc. Et je me souviens de ces moments-là, comme on se souvient tous de ces moments d'émotion, de gêne, de pression, avec une tonalité plus ou moins agréable. Néanmoins, être très vrai avec ces sentiments-là, sans en faire trop, sans en faire pas assez, sans lisser, c'est ce qui va donner la justesse qu'on attend, à mon sens, d'un roman pour ados, mais comme ça pourrait être un roman pour un autre public. Une question qui sort un petit peu de cet ouvrage-là. Depuis combien de temps êtes-vous écrivaine, auteur, autrice? Ouais, je dis écrivaine, mais vous faites bien de demander. Depuis, du coup, 2020, mon premier roman est paru en 2020. D'accord, c'était une question du collège Val-de-Vire. Vous pouvez continuer à poser vos questions à Julia, à tous les auteurs d'ailleurs. On va prendre un petit peu le temps, on va essayer de se garder un tout petit peu de temps à la fin pour des questions plus communes à vous trois. Merci en tout cas Julia d'avoir pris le temps de répondre à tous les collégiens et lycéens qui sont connectés en ce moment. Et on va passer à un autre livre de la sélection. Une autre auteure, autrice, écrivaine, alors? Moi je dis autrice. Autrice, voilà. C'est donc vous, Aurore Gomez, pour ce roman, Faire chavirer les icebergs, aux éditions Magnard. Beaucoup d'images contenues déjà dans le titre. Hein. Ouais. Faire chavirer les icebergs, ça va du cœur qui chavire à la partie immergée de l'iceberg. C'est une manière assez sensible de parler d'un coming out finalement, de parler de ce coming out d'Aurel, qui est un jeune garçon qui part en stage loin de chez lui, loin de sa mère, et qui va tomber sous le charme de Mathias, le frère, le petit frère de son maître de stage, de la personne qui l'accueille dans ce stage. Donc découvrir le sentiment amoureux, se découvrir la partie immergée de l'iceberg, on suppose. Ça doit pas être évident de faire chavirer un iceberg quand même, techniquement. Non, je pense pas. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans l'adolescence, c'est ce moment où on est un peu sur le fil et où finalement on prend le risque de montrer qui on est, tout en imaginant que ça peut aussi bouleverser la vie et qu'il n'y a pas forcément un retour en arrière possible. Donc là, c'est ce que j'ai vraiment exploré dans ce roman, et d'où la métaphore effectivement du titre, Faire chavirer les icebergs. Ouais. Ouais. Je parlais de parenthèse tout à l'heure, alors j'y reviendrai après, on va priorité à vos questions, et ça commence à venir pour Aurore. Donc bonjour Aurore, c'est le collège Caumont, très actif. Pourquoi avez-vous choisi Mathias comme victime d'homophobie et non Aurel? En fait, quand j'ai voulu écrire cette histoire qui était dans ma tête, en fait, une histoire d'amour, au départ, j'ai pas voulu traiter forcément de la problématique de l'homosexualité, enfin, c'était pas en tout cas ma première volonté. J'avais envie d'écrire une histoire d'amour, et j'avais surtout envie de parler de ce que c'est de prendre le risque de tomber amoureux. J'avais pas envie. Alors, je voulais quand même parler d'homophobie parce que je trouve que c'est important dans la thématique de l'homosexualité d'évoquer, on va dire, les différentes choses qu'on peut vivre. Mais j'avais pas forcément envie que ça arrive à Aurel, en fait. Donc, Mathias permettait quand même d'évoquer cette question parce que elle fait partie de la thématique de l'homosexualité, mais je la voulais pas du tout au cœur du récit, en fait. Donc. Et le personnage principal reste Aurel. C'est ça. Il y a peut-être aussi une histoire personnelle. Mathias assume son homosexualité depuis plus longtemps. C'était peut-être aussi plus logique qu'il ait traversé des épreuves liées à ce choix, à cette orientation, cette orientation en fait. Exactement, en fait. Mathias, lui, il a toute une histoire qui est là et dont il va parler à Aurel, parce qu'Aurel, il découvre tout ça, il est un peu naïf, et c'est d'ailleurs Mathias le recadre aussi en lui disant moi j'ai vécu des trucs. Et Aurel, lui, il va quand même être entouré de gens très bienveillants, en fait. Et cette bienveillance le fait un petit peu, même s'il a pris des risques, et qu'il est quand même très effrayé par ce qu'il est en train de vivre. Hein.
Je pense que, quoi qu'il en soit, quand on se met à nu, que ce soit parce qu'on va faire son coming out ou dans la vie de tous les jours, parce qu'on on parle de choses qui nous touchent, qui sont vraiment enfouies en nous, quand on prend ce risque-là, on est à nu et on a peur. Mais effectivement, Aurel, lui, est entouré de gens bienveillants. Et ben, j'avais aussi envie d'écrire ça, en fait, parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est aussi important peut-être dans cette thématique de lire des récits où ça se passe bien, parce qu'en fait ça se passe pas toujours bien, hein, c'est clair, mais c'est agréable aussi peut-être de voir que ça peut se passer bien en fait. On a des questions qui nous arrivent de partout. Alors on a le chat que vous utilisez, et puis on a même des SMS avec un numéro privilégié que vos enseignants ont, un numéro qu'on gardera secret. Le collège Caumont toujours, comment choisissez-vous les noms des personnages, Aurore ? Oh. Et bien comme les futurs parents, souvent on va sur internet, sur des sites pour trouver un nom pour son bébé. Et après, en fait, voilà, des fois je cherche, je lis, je note aussi des prénoms que j'aime bien, que je garde pour plus tard parce que ça correspond pas à l'image que j'ai de mon personnage, etc. Donc voilà aussi, c'est des fois dans des films, dans des livres que je lis, des prénoms qui me touchent, que j'aime bien. Mais c'est pas forcément facile, et ça m'arrive aussi dans un premier temps d'écriture d'avoir un prénom, parce qu'il faut que je nomme mes personnages tout de suite, et que je change bien plus tard parce que je sens que c'est pas le prénom de mon personnage, quoi. Il faudra le faire évoluer. Ceci dit, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup jouer, inventer des noms propres. Alors il y a les personnages, Rohan, Cam, c'est pas des prénoms très très courants. Et puis il y a aussi les noms de lieux. Ah oui. Avec notamment cette... alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais le héros vient d'une ville qui s'appelle Altaïn, ouais. Hein, Altaïn, qu'on retrouve dans d'autres de vos romans, oui, qui n'existent pas, non. Et c'est un choix délibéré. Oui, en fait, sur le premier roman que j'ai écrit, j'ai dû inventer un lieu parce qu'en fait, ça se passe en montagne, j'avais pas envie de le mettre dans un lieu réel, c'était trop compliqué. Donc en fait, j'ai inventé une île et du coup, j'ai inventé sa cartographie, ses lieux, etc. Et mes deux autres romans qui sont parus chez le même éditeur, en fait, sont sur ces mêmes lieux inventés. Donc, et ça, alors par contre, c'est une très grosse difficulté, je trouve, pour moi, de créer des noms, des noms propres, en fait. Enfin, des noms de lieux, etc. Parce que il faut pas que c'est une connotation trop imaginaire, trop irréelle. Faut que ça soit réaliste, voilà. Donc ça, je trouve, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile. Je serais curieux d'avoir votre avis, vous, lecteur. Comment vous imaginez les lieux du roman d'Aurore Gomez? Où est-ce qu'il chavire ces icebergs? J'aimerais bien, si vous avez un petit peu de temps pour nous dire ça dans le chat, je serais assez curieux d'avoir la réponse pour qu'on puisse en discuter un petit peu après. Autre question, du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Comment faites-vous, et ça je pense que ça va vous faire plaisir, ça fait plaisir à n'importe quel auteur, comment faites-vous pour parler de vos personnages comme s'ils existaient vraiment? C'est cool, ouais, c'est une chouette question. Déjà parce qu'en fait, déjà je suis professeure de français, donc je suis entourée d'adolescents toute la journée, je les entends parler. Après, ils ne me racontent pas leur vie, hein, on est d'accord, enfin de temps en temps si, mais rarement quand même. Mais c'est vrai que je suis dans une ambiance, je vis au quotidien dans une ambiance. Après, même j'ai des enfants qui sont adolescents, donc je les vois aussi vivre. Je lis énormément de littérature adolescente, en fait c'est quasiment c'est le type de livre que je lis le plus dans l'année. Donc en fait, je baigne là-dedans. Et après, comme disait Julia tout à l'heure, on essaye finalement de se replonger dans ce qu'on était adolescente. Et moi, personnellement, j'ai pas l'impression que c'est très éloigné de moi, même si je suis clairement plus une adolescente. Mais j'ai l'impression que l'adolescente que j'étais, elle est très très proche de moi. En fait, elle est comme à côté, elle me parle toujours. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, bien que des fois, la difficulté, c'est quand même de savoir utiliser le langage, parce que il y a une familiarité qu'on peut mettre en place dans nos romans, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop familier ou vulgaire. On sait aussi qu'il y a des lecteurs qui sont un petit peu étonnés quand ça devient trop familier. En fait, ils aiment pas trop, mais quand c'est trop éloigné, ils disent ça fait pas réel. Donc c'est un fil assez difficile à tenir.
Mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette écriture pour les adolescents, hein. C'est vraiment sympa. On est ici dans le cadre d'un prix des ados, du festival Livres et Musique, c'est ce qui vous réunit aussi. Ouais. Dans votre ouvrage, on a droit régulièrement, au début de chaque grand chapitre, Ouais. à des conseils, enfin à votre playlist finalement, Oui, la exactement. playlist du livre. Ouais. D'où la question, pourquoi avoir mis une playlist pour accompagner la lecture de votre roman, classe 3e C du collège Louis Pasteur de Saint-Lô? Alors, déjà en fait, souvent quand je commence l'écriture de mon roman, j'ouvre deux choses. J'ouvre d'un côté un tableau Pinterest où je vais chercher plein d'images, un peu comme dans un film en fait. J'ai vraiment besoin de voir des lieux, de voir des personnages. Je caste mes personnages, donc voilà. Et d'un autre côté, j'ouvre une playlist de musique et cette musique, elle va m'accompagner tout le temps de l'écriture. Alors Julia, elle disait qu'elle écrivait en silence et moi, j'écris toujours en musique. D'ailleurs, c'est pour ça que mes titres, c'est plutôt des titres anglophones parce que j'ai quand même besoin de pouvoir me détacher facilement des paroles, donc j'écoute pas de la musique française pendant que j'écris parce que je pense que je serais trop prise par les paroles. Et pour le coup, en fait, ouais, c'est comme une bande originale de film. J'ai vraiment ma musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me permet aussi, dans la maison avec les enfants, de me créer une bulle. En fait, j'ai mon casque. Et voilà. Et du coup, je trouvais ça sympa de pouvoir le partager avec les lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde écoute. C'est une bonne question peut-être à vous poser. Est-ce que vous êtes allé écouter les titres? On a justement une classe qui nous dit la musique nous semble peu présente, nous n'avons pas écouté les morceaux. Ah ouais. Voilà. Alors, donc certains ont peut-être fait le choix d'écouter, d'autres pas. Alors effectivement, dans cette thématique livre et musique, dans le roman, la musique est peu présente parce que les personnages n'en parlent pas spécialement. Elle n'est là que en sorte de bande originale du livre. Après, les titres choisis, c'est que des morceaux qui parlent d'histoire d'amour. C'est aussi que des hommes qui chantent parce que comme c'était une histoire de garçons, je trouvais que c'était cohérent, etc. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai écouté en fait. Et ça rejoint un petit peu là, tiens, une autre question. Pourquoi ne pas avoir accentué davantage votre récit sur la musique? Bon, j'imagine qu'on a un peu la réponse. Vous n'écrivez pas nécessairement pour venir au festival Livre et Musique. Mais maintenant, je vais y réfléchir parce que c'est vraiment trop bien. Hein. Est-ce que vous êtes reconnu à travers certains personnages? Question du collège Le Roumois de Routot. Ouais, en fait, je pense que malgré tout, quand on choisit de créer nos personnages, ils sont... Pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas très éloignés de nous, qui en fait explorent une petite facette, juste des fois toute petite, hein, de notre personnalité, des fois un côté un peu loufoque ou au contraire très sage, ce qu'on peut être à certains moments de la vie, etc. Donc voilà. Après, si je devais être un personnage plus que les autres, ce serait peut-être plus Aurel, parce que je me reconnais plus en lui que par exemple en Louisa qui est très folle, très farfelue, etc. Elle est un peu plus éloignée de ma personnalité. Ok. Bon, ça commence un petit peu à revenir. J'avais posé la question de savoir comment les collégiens et lycéens imaginaient vos paysages. Ouais. Alors on a le collège du Val-de-Vire qui nous dit on imagine un paysage type Groenland. Voilà. Ah, très 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 froid. Après, ouais, c'est un paysage de fjord en fait. Donc, effectivement, alors moi clairement, hein, j'avais des images de Norvège en tête, ouais. De choses comme ça. Mais comme après, c'est un lieu imaginé, je peux y plaquer tout ce que je veux et ça, c'est cool. C'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on se dit, tiens, on passe de la Norvège, possiblement la Suède, à éventuellement même... moi, j'ai pensé au Canada à un moment. En fait, aux Laurentides, parce qu'il y a le hockey, parce qu'il y a certains noms d'équipes de hockey qui reviennent et qui font penser à des lieux québécois. Ouais, bon. C'est clair, exactement. Voilà, chacun va y trouver ce qu'il veut. Hein. Petite question à propos de l'adolescence. Pourquoi l'adolescence? Pourquoi ce moment-là particulier? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période de la vie? Ce que je disais un peu tout à l'heure, je trouve que l'adolescence, c'est le moment où on prend des risques, où on sort de l'enfance, où des fois tout paraît un peu, plus simple en tout cas, parce que voilà, on suit les parents, etc. Puis à l'adolescence, on se forge sa propre personnalité. Alors on la forge aussi dans l'enfance, et
c'est un moment où, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans mon adolescence. On est un peu sur le fil, c'est-à-dire que on a envie d'être différent, on a envie de changer, mais c'est pas toujours facile d'être qui on veut, qui on le souhaite. Il y a aussi des fois le regard des parents ou des autres qui nous demandent d'être comme ci, comme ça, et ben pour Aurel c'est encore plus dur parce que il vit quelque chose qui est un peu des fois loin de l'image que renvoie la société d'une normalité en fait. Et donc du coup, pour lui, il faut, voilà, c'est plus de risques. Et ce que j'avais envie de raconter aussi dans l'histoire, c'est qu'au final, autour de lui, tous les gens trouvent ça normal en fait. Et je trouvais que c'était un chouette message à faire passer. C'est tu es normal en fait. Tu es normal. Alors effectivement, tout le monde n'est pas comme toi, mais tu es normal quoi. Et c'était, enfin voilà, c'était chouette de dire ça en fait. Il y a quelque chose qui est particulièrement bien observé aussi, je trouve, dans cette histoire, c'est à quel point une personnalité, voire une vie, peut être chamboulée par un voyage, par une découverte de lieux où on n'a ni repère, ni personne qu'on connaît et qui nous juge. Et donc, c'est pas innocent si le jeune Aurel décide de dire un jour « j'aime les garçons » à une inconnue au départ. Exactement. Hein. Mais en fait, et on revient changer. C'est presque une analogie, presque une métaphore de l'adolescence. C'est une petite parenthèse, on part en voyage, on revient, on est changé. Ben, c'est ça, et en fait, moi c'est ce que j'ai beaucoup vécu ado quand je partais en vacances en fait. On est loin de chez soi, on ose tout, on a des amis, on sait que les gens qu'on rencontre, c'est pour une courte période, qu'on peut prendre des risques, être finalement très loin de ce qu'on est d'habitude parce que personne ne nous jugera en fait. Il y a toujours ce côté. Enfin, moi en tout cas dans ma personnalité, j'avais souvent ça, la peur d'être jugée ou mal comprise, etc. Et en vacances, je m'en fichais parce que c'était des gens que je ne reverrais pas. Et Aurel, c'est exactement ça. Et il ose tout parce qu'il se dit au pire si ça se passe mal, enfin voilà. Ce sera clos dans quelques semaines en fait. Donc voilà. Ouais. Une question du collège Victor Hugo de Rive-en-Seine. Pourquoi avoir choisi un héros garçon alors que vous êtes une femme? Eh ben c'est une bonne question. En fait, c'est le plaisir de l'écriture aussi peut-être. Ouais. Hein. Et puis quand j'ai eu en tête, quand je me suis dit j'ai trop envie d'écrire une histoire d'amour. En fait ils se sont imposés à moi ces deux garçons. Je me suis même pas après posé la question est-ce que ce serait mieux que ce soit des filles, est-ce que voilà, c'était comme ça, c'est venu tout seul, voilà. Des fois il y a des romans sur lesquels je me dis propose plus de filles ou plus de garçons, ou il y a trop de filles, trop de garçons, je sais, enfin voilà, ça peut être des problématiques sur des romans, mais pas sur celui-là. En fait, je me suis pas du tout posé la question. Si on doit prolonger cette question, comment on fait pour se glisser dans la peau du sexe opposé, c'est ça? Et ça m'intéresserait d'avoir à tous votre point de vue là-dessus. Eh ben, alors franchement, je me dis que en ce qui concerne l'amour, je me dis que les sentiments des garçons ne doivent pas être très éloignés des sentiments des filles, et que l'amour c'est l'amour quoi. En fait, peu importe qui le vit. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue. Je me suis pas trop posé de questions. Est-ce que les garçons ressentent ça? Je pense que ouais, en fait. Régis Penet, vous qui êtes à la fois auteur et dessinateur, hein, quand on se met dans la peau... Je suis malheureusement en désaccord total. C'est vrai. Donc, je pense qu'on ne le vit pas de la même façon, mais je ne peux pas le savoir, je ne peux pas me décentrer assez pour avoir le point de vue, donc j'ai forcément un point de vue interne et externe, et il me semble qu'on ne le vit pas... L'amour, c'est pas hors sol en fait, ça dépend de pratique, ça dépend aussi de la société, de sa pratique, de son âge. Dans les premiers moments, l'émotion, on peut avoir l'illusion, et ça fait partie aussi de ce qui est magique dans l'amour, l'illusion que c'est hors sol. Mais à mon avis, ça dépend aussi d'énormément de contingences, dont le genre ou le sexe en fait. Donc je ne pense pas qu'on le vive exactement de la même façon. Ouais. On en discutera. Ouais, Julie. Mais après, chacun. Enfin voilà. Hein. Julia. Je suis assez d'accord avec Régis. Pour me projeter dans des personnages garçons ou filles, j'ai tendance à calquer sur eux des personnages que je connais, de la vraie vie. En forçant les traits, parfois en les mélangeant, histoire d'avoir des blocs qui ont à la fois une forte personnalité et une réalité. Déjà. Ensuite, que je vais malaxer cette matière. Mais je pars d'éléments qui sont donc hors de moi, surtout quand c'est des personnages masculins.
Et je suis vraiment d'accord pour dire que les filles et les garçons, les femmes et les hommes, selon les âges, selon les époques, n'ont vraiment pas les mêmes expériences de l'amour et encore plus des relations. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est fascinant d'aller titiller et d'aller mettre son doigt dans ces relations-là. C'est peut-être ça, effectivement, tu as choisi les bons termes, je pense. L'amour, le sentiment amoureux, la sensation peut être effectivement similaire, mais pas le même type de relation. C'est important de distinguer les deux, en fait. Ah oui, moi, je parle vraiment du sentiment, en fait, Après, de toute façon, je pense qu'effectivement, que ce soit filles-garçons, mais même après, les personnes ne vivent pas des situations de la même façon. Mais je pense que sur le sentiment, ce qu'on peut éprouver... après, je ne suis pas un garçon, donc en fait, je ne peux que... voilà, mais je pense que c'est pas forcément éloigné au niveau du sentiment et du cœur qui bat. Et, beaucoup de choses peuvent se recouper. Après, c'est fonction aussi de... l'historique familial, l'historique de relations, etc. Bien entendu. Ouais. Vaste sujet, visiblement. Oui, on pourra peut-être continuer à en discuter après ce débat. Une dernière question pour Aurore, qui en dit long sur ce qu'a représenté ce roman pour les élèves du collège Le Chanteur à Caen. Est-ce que vous comptez écrire la suite? Non, en fait, pour le coup, cette histoire qui est l'histoire d'un premier amour et d'oser en fait dire qui on est, etc. Elle se clôt par le fait qu'on a osé, en fait, on a osé. En plus, l'histoire d'amour se termine bien parce que tous les deux s'aiment. Difficile de raconter la suite malgré tout, et même si moi aussi en tant que lectrice j'aime quand je suis dans un roman voir comment les personnages grandissent, ce qu'ils deviennent, etc. Je pense que c'est pas nécessaire, et puis c'est peut-être après au lecteur d'imaginer, de se faire la suite de l'histoire, en fait. C'est vraiment à ça qu'on voit quand même qu'on s'attache aux personnages d'un roman quand on a envie d'avoir la suite. Voilà. Donc pas de suite, a priori, non. Mais il y a quand même ce très beau faire chavirer les icebergs d'Aurore Gomez. Merci beaucoup. Merci. On peut s'attacher aux personnages fictifs, et puis on peut même s'attacher aussi parfois à des personnages particulièrement connus. On peut même les découvrir ou les redécouvrir sous un nouveau jour, comme c'est le cas dans le Beethoven de Régis Penet, le prix de la liberté, que vous voyez là, que vous avez donc tous lu parmi les 4 ouvrages sélectionnés. Alors là, on est dans un voyage dans le temps, clairement, Régis. Voyage au tout début du 19e siècle. Il y a une année charnière que vous avez choisi d'explorer, c'est 1806. Et un moment charnière de la vie de ce compositeur que tout le monde connaît au moins par ses musiques. On a tous au moins entendu une fois du Beethoven dans sa vie, même parfois sans le savoir. Et là, on est en 1806 et c'est un moment où Beethoven décide de refuser de jouer pour des personnes en particulier, des officiers napoléoniens qui viennent rendre visite à son mentor, à son protecteur de l'époque. Je vais essayer de me concentrer pour la prononciation. Donc c'est Alois von Lichnowsky ou Lichnowsky, je ne sais pas comment on prononce ça. Moi j'ai Lichnowsky, mais je suis pas polonais, donc je on va se mettre d'accord pour Lichnowsky. L'histoire est racontée à travers les yeux du fils du prince, Edward, qui s'attache énormément au personnage de Beethoven. Et dans ce refus de jouer pour les officiers qui ont vaincu l'Autriche, il se dit beaucoup de choses, et il se dit beaucoup de choses, ça raconte beaucoup de choses de la personnalité de Beethoven. En préparant ce débat interactif, Régis Penet, vous me disiez que ça fait 20 ans presque que vous portez ce projet. Alors, ça fait 20 ans que je pense à faire quelque chose, une bande dessinée autour de Beethoven. Ce projet tel qu'il a abouti, je n'avais pas idée forcément de faire cette journée avec ce traitement, ce mode narratif. Donc oui, le personnage, j'espérais un jour que j'arriverais à en faire un album. J'ai tourné autour du pot, on va dire de l'ours plutôt. Mais ça s'est débloqué donc il y a 2 ans quand j'ai commencer à défricher le terrain. Est-ce pour rendre hommage à Beethoven, parce que vous aimez sa musique, que vous avez choisi d'écrire ce magnifique album? Question du collège Caumont.
Alors au départ, oui, j'ai découvert Beethoven par sa musique, comme tout le monde. Je devais avoir 16-17 ans, je commençais à écouter de la musique classique. Je ne suis pas musicien, je n'ai pas de culture musicale, donc je picore à droite à gauche. Parmi les musiciens dits classiques, c'est la musique de Beethoven qui m'a le plus retenu. Je pense, n'étant pas musicien, c'est peut-être une des musiques qui est le plus accessible pour un non-musicien. Pour un romantique. Ouais, c'est pas tout à fait romantique Beethoven, mais... Et vous l'êtes? Non, pas tout à fait non plus. Ah, non plus. Ou plus. C'est une musique qui justement, il est déconsidéré de sa musicologue parce qu'il raconte quelque chose. On dit qu'il avance, on dit que Mozart danse, Beethoven avance, c'est-à-dire qu'il y a une dramaturgie dans sa musique. Moi, je suis sensible à la dramaturgie. Il n'est pas que ça, il ne serait que ça, ce serait un mauvais musicien. Mais sa musique exprime quand même une... Oui, il y a une succession de rebondissements à des moments il y a une trame musicale. Peut-être pour ça que des gens non musiciens comme moi peuvent y être accessibles. Et le personnage, je m'y suis intéressé après, en picorant des anecdotes qui m'ont donné envie de lire une biographie. Et après sa biographie, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose avec cette forme de héros un peu sombre, de héros aussi un peu inquiétant, de héros pas toujours agréable, mais il a clairement quelque chose d'héroïque. Et surtout, il s'est voulu héroïque, ça c'est assez fort. Il est devenu ce qu'il a voulu être. C'est assez remarquable. La personnalité de Beethoven qui vous a convaincu d'écrire et de dessiner autour de lui. Ça anticipe la question du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Pourquoi Beethoven et pas un autre compositeur? C'est vraiment la personnalité du compositeur qui convainc, quoi. Ah oui. Okay. Tout à fait. Pourquoi avoir mis en scène en particulier cette tranche de vie et comment vous êtes-vous documenté sur cette période? Toujours le lycée des Bruyères. Alors pour la documentation, j'avais lu et relu une importante biographie, celle de Jean et Brigitte Massin, qui est une biographie référence. Elle date un peu, mais elle reste une référence. Donc j'avais suffisamment digéré. J'ai pas eu besoin de rectifier quelques dates, quelques lieux, mais j'ai pas besoin de me replonger dedans. Donc je voulais pas faire une biographie, je voulais vraiment raconter quelque chose, développer une thématique à partir de Beethoven. Donc je connaissais très bien cet épisode réel, cette journée où il va rompre avec son mentor, son mécène, son ami, qui était vraiment pas n'importe qui était il a eu la chance de l'avoir dans sa vie. Tous les mécènes de Mozart n'étaient pas aussi complaisants, aussi tendres, et c'était en plus un ami qui l'avait intégré dans son milieu familial. Le billet que j'indique à la fin de l'histoire, le billet qui lui est historique, il doit exister dans un musée ou un autre. Donc tout ça, c'est un épisode qui m'avait marqué de Beethoven. Il y a d'autres moments clés dans la vie de Beethoven, mais celui-là, je me dis, si un jour je fais quelque chose autour de Beethoven, ce sera peut-être autour d'un moment clé. Et cette journée, ça me permet d'exprimer on est à cette époque dans un monde qui s'effondre. La période des guerres napoléoniennes, c'est une ancienne aristocratie qui laisse la place à une nouvelle aristocratie. Beethoven exprime ça. Et Beethoven, dans son rapport avec son mécène, c'est cette aristocratie que certains vont dire décadente, mais qui est très raffinée, qui permet aussi à Beethoven d'émerger. C'est parce qu'ils sont musiciens, ces Viennois, effectivement, ils perdent la guerre, il y a énormément, ils ont beaucoup moins de légitimité qu'avant, mais c'est quand même une aristocratie extrêmement musicienne qui permet, enfin, en une génération, ils ont vu passer un nombre de génies, ils ont réussi à faire pousser dans la seule ville de Vienne un nombre de génies incroyables. Mais en face, il y a des forces vives qui arrivent dans la politique, dans l'art militaire et aussi dans la musique. Il a des rapports, Beethoven a des rapports à Napoléon Bonaparte, assez amour-haine, mais c'est un petit peu le Bonaparte, si ce n'est le Napoléon, c'est un peu le Bonaparte de la musique. Il arrive, il veut un nouveau type humain pour mener les hommes. Vous soulignez bien Bonaparte et pas Napoléon, puisque la rupture pour lui intervient au moment du sacre. Oui, tout à fait. Encore un fait historique, ça. Ouais, tout à fait. Très belle BD ou roman graphique, je ne sais pas. On est à mi-chemin, c'est des codes. Roman graphique ou BD, ça ne me gêne pas. En tout cas, où la petite histoire, entre guillemets, l'histoire personnelle rencontre la grande histoire collective. Et où on se rend compte, alors à la fois du côté très tranché de la personnalité de Beethoven, et parfois beaucoup plus subtil aussi, dans son rapport à Napoléon.
ça tranche, moi je trouve, avec le choix graphique, le noir, le blanc, et ça rejoint la question des lycéens des Bruyères de Sotteville. On a adoré le graphisme, mais pourquoi avoir choisi la BD pour raconter? Pourquoi surtout le noir et blanc? Pourquoi ce choix-là? Alors la BD pour raconter, parce que je suis auteur de BD, parce que des biographies, encore une fois, il en existe. Si j'avais été romancier ou novelliste, je pense que j'aurais quand même pris une journée particulière. C'est ce que j'ai fait, mais après je la développe graphiquement, narrativement, par enchaînement de plans. Le noir et blanc, je pense d'abord mes histoires visuellement en noir et blanc. Je suis beaucoup plus sensible aux traits et aux masses de valeurs qu'aux couleurs. Donc j'ai fait des albums en couleur, mais assez souvent j'ai aussi un coloriste. Donc cet album, je les propose en noir et blanc. Il est texté par noir et blanc. J'ai pu proposer avant d'autres albums en noir et blanc qui, parce que la mode à la BD était pas au noir et blanc, on m'a dit de modifier pour qu'il y ait un passage couleur après. Là, ce projet est je pense pas que pour le coup que ça a été guidé par Beethoven. Il me semble que le noir et blanc va bien à Beethoven en fait. C'est un personnage assez contrasté. On l'imagine toujours sous un ciel d'orage, donc avec des lumières très crues. Donc le noir et blanc lui va pas mal. Mais honnêtement, ça a été guidé avant tout par ce que je préfère dire avec un pinceau, c'est vraiment le noir et blanc. Le lien unissant Beethoven et Édouard, donc le jeune fils du prince, de son protecteur, et l'admiration d'Édouard pour Beethoven, est-ce que ça a réellement existé? C'est une question du collège de Caumont. Alors peut-être, il a forcément vu, puisqu'il fréquentait le couple, le prince et la princesse von Lichnowsky, donc il a dû voir, mais après, je ne sais pas du tout, et personne ne sait quel rapport, je ne pense pas qu'il y ait des rapports proches, mais quand il était intégré sur ses protecteurs des amis, il a été hébergé chez les uns et les autres, il s'attachait, au-delà de son ami, il s'attachait vite au noyau familial en fait. Lui-même n'a jamais eu de famille. Enfin, il avait 2 frères, mais il n'a jamais eu de foyer à lui. Il était sensible, c'est aussi ça, en rompant, il perd la protection du prince, mais il perd aussi cette douceur. Un ancrage familial. Et ce rapport avec l'enfant. Mais on notera aussi que, effectivement, je lui ai fait des rapports proches. Là, ça m'intéresse, c'est parce qu'on aborde le personnage de Beethoven et l'album par le regard de l'enfant. C'est un regard à la fois intimidé et admiratif, mais aussi sans les réserves que peuvent avoir les adultes face à Beethoven. C'est un peu le rapport que je peux avoir face à Beethoven, un rapport un peu intimidé avant d'attaquer un tel personnage, donc c'est un peu mon vecteur, cet enfant. Et pourquoi le point de vue, le choix du point de vue d'un enfant, toujours dans le prolongement de cette question du collège de Caumont? Oui, c'est ça, ça me permet d'avoir un personnage littéralement en contre-plongée, narrativement, visuellement. C'est un titan, Beethoven. Quand on aborde un personnage comme ça, il faut être intimidé. C'est-à-dire, on ne lui marche pas dessus. Pas tout de suite, jamais même. Donc on reste en contre-plongée. On aimerait l'amener à soi, on aimerait en faire une sorte de gros Beethoven en peluche qu'on peut serrer contre son cœur. Certains auteurs que je nommerai pas ont essayé de le faire, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas lui, il nous échappe toujours. Il est brutal. D'ailleurs, quand il part de la maison, le petit Édouard lui court après, Beethoven ne se retrouve pas. C'est assez cruel en fait. Quand il rompait comme ça, on plaint Beethoven parce que ah là là, il s'est retrouvé seul parce qu'il ne s'est plus entendu avec un tel ou un tel, donc il a dû changer de lieu, il s'est retrouvé avec des difficultés financières, mais les gens qui l'abandonnaient du jour au lendemain se sont trouvés aussi tout d'un coup sans Beethoven. Une telle présence, ça a dû aussi compter pour eux, en fait, le vide qu'il laisse. Une question très pointue sur le choix de la police d'écriture. Pourquoi cette police d'écriture particulièrement, nous demande le collège du Val-de-Vie? C'est intéressant, ça. C'est vrai que c'est un domaine pour lequel je laisse mes éditeurs choisir. Je suis pas très. C'est pas un choix de votre part. Il me fait des propositions, mais il me fait des propositions et souvent dans la maison d'édition, il y a des gens qui, en matière de typo, sont plus comme pour le choix du maquettage de la couverture. J'ai pas ces compétences-là et la plupart des éditeurs ont des compétences sur ces sujets. Je suis consulté, mais donc je peux pas répondre vraiment très précisément. Sur cette... Ce qui nous permet d'apprendre qu'on n'a pas la main sur tout quand on est auteur. Il y a aussi des choses... On a le contrôle en définitif, mais comme j'ai pas cette compétence, je laisse faire ceux qui ont des meilleures compétences que moi dans le sujet, dans le domaine. Très bien. Merci beaucoup, Régis Penet. Il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais qu'on le mette à profit pour
évoquer des questions qui vont probablement, des questions disons transverses, qui vont toucher toutes vos œuvres, à commencer par celle qui a été posée un peu en amont par une classe de 3e. Alors je ne sais pas si je dis bien, c'est la 3e Malala, du nom de cette jeune afghane, je pense, prix Nobel de la paix, du collège Émile Maupas de Vire. Quelle place occupe la musique dans votre vie, aux uns et aux autres? Qui veut commencer? Julia, peut-être. Moi, la musique a vraiment ce rôle d'inspiration. C'est vraiment une matière qui m'accompagne pendant toute la période où je m'imbibe d'ambiance, où émergent mes personnages, mes scènes. Je crois que Aurore fonctionne un peu pareil, avoir des scènes qui viennent en premier. Et la musique, par son aspect narratif, dramatique, comme tu disais Régis, à propos de la musique de Beethoven, crée spontanément parfois des scènes. Moi, c'est vraiment toute la période d'avant l'écriture, qui peut durer des années, des mois, des semaines, peu importe, elle va vraiment avoir ce rôle-là à ce moment-là. Ensuite, pendant l'écriture, beaucoup moins. Donc c'est une source d'inspiration, énormément. Régis. Alors, ce moment où j'ai fait un Beethoven, que la musique compte un peu moins dans ma vie qu'avant, j'en écoute moins. J'en écoute plus en dessinant ou en peignant. En écrivant, je n'ai jamais écouté, effectivement. Enfin, j'écris dans le silence. Le dessin, je peux m'accompagner de musique. Par contre, pendant mes premières années de carrière, même pendant assez longtemps, j'aurais volontiers échangé ce que je savais faire en dessin pour un savoir-faire musical, en fait. Une sorte de fantasme, un rapport immédiat aussi au public. Ça, non, maintenant peut-être que j'ai découvert quelque chose en dessin et en peinture pour être moins frustré de ne pas savoir plaquer un simple accord de piano. Oui. Mais pendant longtemps, ça a été une frustration, en fait, d'être un non-musicien. Aurore? Ben, moi aussi, je suis pas musicienne, en fait. Donc voilà, mais par contre, effectivement, j'écoute beaucoup de musique. En fait, dès que je peux, dès que voilà. Ça prolonge la question d'après. Donc, dès que vous pouvez, quel genre? C'est aussi une question du collège. Alors, quel genre? Moi, j'écoute beaucoup de folk. Folk. Ouais, de façon générale. Et en fait, ça m'amène des scènes, mais même des sentiments, réellement des images. Quand j'écoute de la musique, je vois des choses, enfin voilà, et je trouve que effectivement j'ai une playlist, là je parle, enfin c'est une playlist que de titres d'amour, mais quand j'écris d'autres romans, c'est une playlist très mélancolique, ou au contraire très dynamique, etc. Enfin ouais, je trouve que c'est, comme disait Julia, vraiment ça amène l'imaginaire, quoi. La folk. Ouais. Régis, le style musical préféré? J'écoute moins de musique dite classique et moins de Beethoven parce que ça a été le cas quand même à un moment, j'imagine. Oui, mais à une époque, Beethoven, je pouvais l'écouter en dessinant. Maintenant, non, en fait, je trouve que sa musique se prête définitivement très mal à faire autre chose à côté. Donc, quand j'écoute de la musique, je fais que ça. Donc, du coup, comme je travaille beaucoup, je fais. Donc, il y a encore du classique. Autrement, ce que j'écoute pour m'accompagner au dessin, c'est très très varié. Là, ce serait. C'est du vieux rock. C'est pas du Lil Nas X comme peut-être certains de nos collégiens. Non, je suis pas très pointu, c'est vraiment très éclectique. Ok. Julia, le style musical. Des genres, c'est assez varié. Bon, comme la plupart des gens, en fait, j'ai des playlists qui n'ont aucun sens, qui partent dans toutes les directions. Néanmoins, pour ce roman en particulier, à l'époque où je l'ai écrit, le genre de musique que j'écoutais beaucoup, c'est que j'allais beaucoup en club de jazz. Oui. Un peu comme les héros. Enfin, c'est tout un accompagnement qui entoure le roman. Et à Paris, il y a pas mal de clubs de jazz qui sont dans des caves minuscules où on écoute des groupes méconnus et des genres pas spécialement à la mode. Et j'écoute donc du jazz, du rock progressif et des tas de musiques qui sont un peu entre les deux. La particularité de ces deux genres-là, c'est que ça fonctionne beaucoup en live, en fait. Ça fonctionne beaucoup en live. C'est très narratif aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment une musique. C'est pour ça que le rock progressif s'appelle progressif. C'est qu'on raconte une histoire avec le rock prog. C'est des morceaux qui durent 20 minutes. Et ça marche très bien pour imaginer des scènes, imaginer des ambiances, des histoires qui se jouent. Mais c'est plus à la mode, ils nous l'ont dit tout à l'heure. Je sais, mais ça ne l'était pas quand j'étais jeune non plus. C'est de la musique des années 70, donc je n'étais pas née. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Julia Thévenot, lettre à toi qui m'aimes dans cet ordre-là, c'est mieux. Aurore Gomez, faire chavirer les icebergs.
et Régis Penet, Beethoven, le prix de la liberté. Nowhere Girl, on le rappelle, Magali Lehuche, qui n'était pas présente aujourd'hui. Parmi ces 4 ouvrages se trouve le lauréat du prix des ados 2022 que vous avez choisi. Bravo à vous pour les lectures, pour les commentaires, pour les questions aujourd'hui. Merci à tous, aux franciscaines, ce superbe lieu que vous pouvez venir découvrir même si vous n'êtes pas là demain pour la cérémonie. Merci à tous derrière vos écrans et donc à demain pour le nom du lauréat ou de la lauréate. Et très bonne fin de journée.